Je me suis réveillé pour découvrir que mes parents déménageaient les affaires de mon frère, directement dans ma maison. Tu travailles de chez toi. L'endroit exact où tu vis n'a pas d'importance, m'ont-ils dit. Alors, j'ai répondu, ça n'a pas non plus d'importance pour moi, que vous passiez tous la nuit en prison. Je travaille comme ingénieur logiciel senior, pour une entreprise technologique basée à Seattle, mais je vis dans la banlieue de l'Ohio. Je suis entièrement en télétravail depuis 2020, et l'année dernière, j'ai acheté ma première maison, une modeste demeure de style colonial, avec 3 chambres, que je rénove petit à petit. Mon frère aîné, James, 35 ans, vit à environ 20 minutes de chez moi. Il habite avec sa femme, Patricia, 33 ans, et leurs 3 enfants, 8, 6 et 3 ans, dans un appartement exigu de 2 chambres. Pendant le dîner, ma mère, Barbara, 60 ans, a commencé à me poser des questions pointues sur mon emploi du temps. Donc, tu restes juste assis devant ton ordinateur, toute la journée. Tu ne vas nulle part, en réalité. J'ai expliqué, pour ce qui devait être la 100e fois, que oui, je travaille de la maison, mais que je travaille réellement, des réunions, du codage, et de la gestion de projet. Mon père, Charles, 62 ans, est alors intervenu, mais ce n'est pas comme un vrai travail, où tu dois te rendre quelque part, n'est-ce pas? J'aurais dû voir où tout cela menait, mais j'ai été pris au dépourvu, quand ma mère a lâché, nous nous disions que, puisque tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace, et qu'il te faut juste un bureau et une connexion Internet. Ne serait-il pas plus logique que James, et sa famille, vivent dans ta maison? Tu pourrais emménager dans notre sous-sol. Nous finissons de l'aménager le mois prochain. J'ai littéralement ri, parce que je pensais qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. Mon père s'est alors lancé dans toute une présentation. Et je dis bien une présentation, avec des arguments qu'il avait apparemment préparés à l'avance, sur l'optimisation des ressources, et les priorités familiales. Selon eux, puisque je travaille à domicile, je n'ai pas besoin d'une vraie maison. 2. Une famille, avec des enfants, a de réels besoins en matière d'espace. 3. Le sous-sol serait parfait pour un jeune célibataire, qui a juste besoin du Wi-Fi. 4. Ce serait aider la famille, et être un bon frère. 5. Il me laisserait même utiliser la salle de bain du rez-de-chaussée, pendant mes heures de travail. Je suis resté assis là, abasourdi, pendant que James jouait inconfortablement avec la nourriture dans son assiette. Patricia n'arrêtait pas de dire des choses comme « nous ne pourrions jamais accepter », mais sur ce ton qui laissait clairement deviner qu'elle était déjà en train de décorer mentalement mon salon. « Vous plaisantez ?» ai-je finalement réussi à articuler. « Vous voulez que je cède la maison que j'ai achetée avec mon propre argent, pour aller vivre dans votre sous-sol, sous prétexte que je travaille à distance. » La réponse de ma mère a été « Eh bien, ce n'est pas comme si tu l'utilisais correctement. Les enfants de James ont besoin de chambre. Tu as 2 pièces vides, que tu utilises juste comme bureau et pour tes loisirs. C'est du gâchis, alors que la famille a besoin d'un vrai logement. Les loisirs auxquels elle faisait référence, c'est mon studio de musique, où j'enregistre et produis des morceaux. C'est une activité secondaire, qui me rapporte 2 000 € supplémentaires par mois. J'ai essayé d'expliquer que j'avais acheté ma maison, avec l'argent de mon travail. Que c'est moi qui paie l'hypothèque, les taxes, l'assurance, et les factures d'énergie. Mon père a osé répondre, mais tu as gagné cet argent en restant assis à la maison. Ce n'est pas la même chose que James, qui doit faire le trajet jusqu'à son vrai travail. James est gérant de magasin. Je respecte son travail, mais je gagne 3 fois son salaire. Je suis parti peu de temps après, pensant qu'il finirait par réaliser à quel point tout cela était insensé. Au lieu de ça, j'ai commencé à recevoir des textos de ma mère, me parlant des couleurs de peinture pour le sous-sol, et me demandant si je préférais de la moquette ou du parquet stratifié. Elle m'a envoyé un plan, qu'elle avait dessiné elle-même, avec des espaces marqués, coin bureau de Michael, et zone de sommeil de Michael. Hier, elle m'a envoyé un message pour me demander les clés de ma maison, afin de pouvoir aider Patricia à planifier l'aménagement des chambres des enfants. J'ai répondu qu'il n'aurait pas les clés de ma maison, et elle a rétorqué que j'étais égoïste avec les ressources de la famille. Mon père m'a appelé hier soir, pour me dire qu'il était déçu par mon manque de valeur familiale. Il a ajouté qu'un homme, qui travaille en pyjama, ne devrait pas forcer une vraie famille à s'entasser dans un appartement. Je ne travaille pas en pyjama. Je m'habille de manière professionnelle, pour mes appels vidéo. Je dirige une équipe de 12 personnes,
répartis sur 4 fuseaux horaires. Je suis l'architecte principal d'un système qui traite des millions de transactions chaque jour. Mais apparemment, parce que je fais tout cela depuis mon bureau à domicile, au lieu de faire la navette jusqu'à un open space, je n'ai pas un vrai travail qui mériterait un vrai logement. Suis-je fou? Comment puis-je leur faire entendre raison? Leur faire comprendre que le télétravail, ça ne signifie pas que je joue à faire semblant de travailler, tout en squattant une maison que je ne mérite pas. Je n'arrive pas à croire que j'écris cette mise à jour, mais la situation a dégénéré, bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Merci à tous ceux qui ont commenté mon post original. Vous m'avez confirmé que non, je ne suis pas fou, et que oui, mes parents ont complètement perdu la tête. Après ma première publication, j'ai essayé de fixer des limites strictes. J'ai eu une conversation calme avec mes parents, en leur expliquant que ma maison n'est pas une ressource familiale. C'est ma propriété privée, achetée avec les revenus de mon travail, qui est tout ce qu'il y a de plus réel. Je pensais que nous avions trouvé un terrain d'entente, lorsqu'ils ont hoché la tête en m'écoutant. Ma mère a même dit « Nous t'entendons, mon chéri ». J'aurais dû me méfier, surtout quand elle a enchaîné avec « Alors, quel jour t'arrange le plus pour commencer à déménager tes affaires ?» Mardi dernier, j'étais en plein milieu d'une réunion cruciale pour un déploiement, quand la caméra de ma sonnette s'est mise à sonner frénétiquement. Je me suis excusé auprès de mon équipe, j'ai coupé mon micro, et j'ai regardé le retour vidéo. Mes parents étaient devant ma porte, avec James, Patricia, et, je ne plaisante pas, un camion de déménagement. J'ai réactivé mon micro, juste le temps de dire à mon équipe que j'avais une urgence, puis j'ai couru en bas. Quand j'ai ouvert la porte, ma mère a annoncé joyeusement « Nous sommes là pour aider à la transition ». Patricia est tellement excitée à l'idée de prendre les mesures pour les rideaux. Quelle transition, ai-je demandé, même si j'en connaissais la réponse. Mon père était déjà en train de diriger James, ainsi que 2 gars que je ne connaissais pas, pour commencer à décharger des cartons, en commençant par les meubles de chambre. Il disait à haute voix que Michael aurait besoin de temps, pour démonter son installation actuelle. J'ai bloqué l'entrée. Absolument pas. Personne n'apporte quoi que ce soit dans ma maison. Je veux que vous partiez tous, immédiatement. Patricia a eu l'audace de dire « Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Pense aux enfants. » Tes enfants, ai-je rétorqué, qui ont déjà une maison. C'est juste que ce n'est pas la mienne. Ma mère a essayé de me forcer le passage. Elle a littéralement, et physiquement, essayé de s'introduire dans ma maison, tout en disant « Ne sois pas dramatique. » Nous en avons discuté. Vous en avez discuté, ai-je répondu. J'ai répété « Non » à plusieurs reprises. C'est alors que mon père a sorti son téléphone, et m'a montré une conversation de groupe. Je n'en faisais pas partie, mais ils y coordonnaient le déménagement depuis une semaine. Les messages montraient Patricia, qui demandait quels étaient les modèles de mon lave-linge et de mon sèche-linge, pour s'assurer que ces cycles pour linge délicat étaient disponibles. On y voyait James, se demandant si mon garage pouvait accueillir 2 voitures, ou s'il devrait garer la voiture de Michael dans la rue. Il y avait ma mère, assurant à tout le monde que l'aménagement du sous-sol serait douillet pour Michael. Et mon père, qui calculait combien ils allaient économiser sur le loyer de James, pour payer des vacances en famille. Ils avaient planifié tout cela, comme si j'avais déjà donné mon accord. Comme si ma maison était une chose acquise, qu'il leur suffisait de redistribuer à leur guise. Je n'ai pas cédé. Quitter ma propriété, ou j'appelle la police. Ma mère s'est mise à pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de colère. Je n'arrive pas à croire que tu menaces ta propre famille avec la police, après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, au juste, ai-je demandé. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous. Il y a 20 ans, quand j'étais enfant. C'était votre devoir de parent. Mon père s'est avancé. Fais attention à la façon dont tu parles à ta mère. Un fils, qui manque de respect à sa famille, ne mérite pas, point de posséder sa propre maison. D'avoir des limites? D'être traité comme un adulte? Vas-y, finis ta phrase, papa. James a finalement pris la parole. Écoute, Mike, je n'ai rien demandé de tout ça, mais... Patricia a immédiatement enchaîné, mais puisqu'il le propose, ça aiderait vraiment les enfants d'avoir de vraies chambres. Timmy doit partager la sienne avec les 2 petits. J'ai regardé mon frère.
Tu es sérieusement d'accord avec ça? Tu trouves ça normal de prendre ma maison? Il a haussé les épaules. Ce n'est pas à prendre, si papa et maman pensent que c'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. J'en avais assez entendu. Tout le monde hors de ma propriété. La prochaine personne, qui se pointe ici sans y être invitée, sera virée par les flics pour violation de domicile. Alors qu'il s'en allait, ma mère a crié, ce sous-sol va être terminé, que tu l'apprécies ou non. Quand tu auras retrouvé la raison, il sera prêt. Le camion de déménagement est parti, mais j'ai remarqué que Patricia avait gardé la carte de visite de l'un des gars. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 messages, dans une nouvelle discussion de groupe intitulée « Soutien pour la transition de Michael ». Des membres de la famille élargie y mettaient leur grain de sel. Tante Linda, tellement fière de Michael, qui fait passer la famille en premier. Oncle Richard, il était temps qu'il grandisse, et qu'il aide son frère. Cousine Jennifer, le sous-sol a l'air sympa. Tu as de la chance de ne pas avoir de loyer à payer. J'ai envoyé un seul message, je ne déménage pas. Je ne cède pas ma maison. Quiconque se présentera sur ma propriété sans y être invité, sera dénoncé pour violation de domicile. Puis, j'ai quitté le groupe. Ma mère m'a écrit en privé, ton égoïsme est en train de déchirer cette famille. J'espère que ton important travail sur ordinateur vaut la peine de perdre ta famille. Je lui ai répondu, je ne perds pas ma famille. J'impose des limites à des gens qui ne me respectent pas, qui ne respectent pas ma carrière, et qui méprisent mes droits de propriété. Elle a répliqué, tes droits de propriété. Tes droits de propriété. C'est ça que la famille signifie pour toi? Des termes juridiques? Oui, maman. Quand vous essayez de me voler ma maison, les termes juridiques deviennent plutôt pertinents. J'ai installé des caméras de sécurité supplémentaires, et j'ai fait changer mes serrures. Ils avaient un double des clés, qui datait de l'époque de mon emménagement. J'ai également tout documenté, et j'ai consulté un ami avocat. Il m'a confirmé qu'ils n'ont, bien évidemment, absolument aucun droit légal sur ma propriété, mais il m'a suggéré de garder une trace de toutes les interactions, au cas où la situation s'envenimerait davantage. Je suis désormais perçu comme le méchant, par toute ma famille élargie. Selon la version qui circule, je suis un millénial égoïste, qui préfère son ordinateur portable à sa famille. Je refuse d'aider les enfants de mon propre frère à avoir des chambres, pendant que je vis seul, dans une grande maison, à jouer sur mon ordinateur. Aucune mention du fait que j'ai travaillé 60 heures par semaine, pendant des années, pour pouvoir m'offrir cette maison. Aucune mention du fait que James et Patricia ont fait le choix d'avoir 3 enfants, alors qu'ils vivaient dans un appartement de 2 chambres. Aucune mention, non plus, du fait que j'avais proposé d'aider James, en le recommandant pour un poste dans mon entreprise, une offre qu'il a déclinée, sous prétexte qu'il ne voulait pas travailler avec des ordinateurs. Ma maison n'est même pas si grande. Elle fait environ 150 mètres carrés. Mais apparemment, si vous êtes en télétravail, tout espace plus grand qu'un sous-sol est considéré comme un luxe excessif. Je tiens bon, mais le stress commence à affecter mon travail. J'ai dû expliquer à ma manager pourquoi j'étais distrait pendant nos réunions. Heureusement, elle a été horrifiée pour moi, et m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin, pour gérer cette situation familiale absolument délirante. Au moins, mon employeur reconnaît que mon travail est bien réel. Dommage que ma famille en soit incapable. Je pensais que la situation ne pouvait pas devenir plus surréaliste. J'avais tort. Après ma dernière mise à jour, les choses se sont calmées pendant environ 2 semaines. J'ai bêtement cru que ma famille avait retrouvé la raison. En réalité, ils se regroupaient, et planifiaient ce que je ne peux décrire que comme une campagne psychologique coordonnée. Cela a commencé doucement. Ma mère a commencé à publier des messages sur Facebook, concernant la crise du logement et la cohabitation multigénérationnelle. Elle m'identifiait dans des articles, expliquant pourquoi les milléniaux devraient retourner vivre chez leurs parents, et dénonçant l'égoïsme des propriétaires célibataires. Elle laissait des commentaires du genre, si seulement certaines personnes comprenaient les valeurs familiales, avec ces fameux points de suspension passif-agressif. Ensuite sont arrivés les « singes volants », c'est-à-dire les membres de la famille élargie. J'ai commencé à recevoir des appels. Ma marraine Suzanne, ta mère est tellement blessée. Elle veut juste que la famille soit réunie. Ça te tuerait d'y réfléchir? Mon oncle Joseph, de mon temps, la famille aidait la famille. Nous n'avions pas besoin de limites. Mon cousin Marc, mec, donne-leur juste la maison.
ça ne vaut pas tout ce drame. J'ai tenu bon, réitérant que ma maison n'était pas sujette à discussion. C'est alors que la phase 2 a commencé. Patricia a lancé un compte Instagram, intitulé « La vie en appartement avec 3 enfants », où elle documentait leurs galères. Des vidéos des enfants partageant la même chambre, des publications sur la façon de tirer le meilleur parti d'un espace restreint, avec des légendes comme « Un jour, nous aurons la place pour un sapin de Noël » et « Enseigner la gratitude ». Même quand on ne peut pas offrir à ses enfants leur propre chambre. Les commentaires étaient remplis de membres de ma famille, offrant leurs prières, et espérant qu'une solution se présenterait bientôt. Ma mère répondait avec des phrases énigmatiques, du genre « Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui le méritent » et des solutions familiales existent, pour ceux qui sont prêts à les accepter. Pendant ce temps, je faisais face à une pression accrue au travail. Nous approchions du lancement d'un produit majeur, et je faisais des journées de 12 heures. Mon bureau à domicile était mon sanctuaire, un espace dédié, où je pouvais me concentrer sans distraction. L'idée de déménager dans le sous-sol de mes parents, de me battre pour avoir accès à la salle de bain, et de supporter leurs commentaires sur mon « faux travail », tout en gérant une infrastructure informatique critique. C'était risible. Mais eux, ils ne riaient pas. Ils passaient à la vitesse supérieure. Il y a 3 semaines, je suis rentré d'une rare réunion d'équipe en présentiel, pour découvrir que ma pelouse avait été décorée. Mes parents y avaient planté un grand panneau, sur lequel on pouvait lire « Future maison de la famille de James », grâce à la générosité de son frère, accompagné de photos de mes neveux et de ma nièce. Des ballons étaient attachés à ma boîte aux lettres. Mes voisins prenaient des photos. J'ai tout arraché, mais pas avant que Patricia n'ait publié des photos sur son Instagram, avec une légende proclamant « Nous le réclamons avec foi ». Les commentaires ont explosé. Des amis de l'église faisaient l'éloge de mon sacrifice. Des groupes de mamans locaux me qualifiaient de « frère ange gardien ». Des gens que je n'avais jamais rencontrés, discutaient de la merveilleuse idée de céder ma garçonnière pour les enfants. J'ai posté un seul commentaire, je ne cède pas ma maison. C'est du harcèlement. S'il vous plaît, arrêtez. Patricia a supprimé mon commentaire en quelques minutes, mais pas sans l'avoir d'abord capturé en capture d'écran, pour le partager dans le groupe de discussion familiale, avec des émojis en pleurs, et pourquoi serait-il si cruel? Le lendemain, mon père s'est pointé chez moi, pendant une présentation client. Je l'ai vu sur la caméra de ma sonnette, se promenant sur ma propriété avec un presse-papier, mesurant les fenêtres, et prenant des notes. Quand je lui ai envoyé un texto pour lui dire de partir immédiatement, il a répondu « J'aide juste James à planifier les rénovations. Ignore-moi. Les rénovations de ma maison. » Je me suis excusé auprès de mes clients, j'ai quitté la réunion, je suis sorti, et je l'ai trouvé en train de prélever des échantillons de terre. « Mais qu'est-ce que tu fabriques, bon sang ? Patricia veut commencer un jardin. Je teste si la terre est bonne pour y faire pousser des légumes. Sors de ma propriété, avant que j'appelle la police. Il m'a regardé avec une telle déception. Ton grand-père aurait honte. Il a construit sa maison de ses propres mains, pour sa famille. Toi, tu en achètes une avec de l'argent d'ordinateur, et tu refuses même de la partager. Grand-père respectait la propriété, il comprendrait parfaitement. Il faisait un vrai travail dans une usine avec ses mains, et je fais un vrai travail avec mon cerveau. Pars. Il est parti, mais pas avant de me lancer, le sous-sol sera prêt le mois prochain. Ta mère a choisi un joli gris pour les murs. C'est très apaisant. La semaine dernière, on a atteint un nouveau fond. Je me suis réveillé pour trouver une boîte à clés sur ma porte d'entrée, le genre de boîtier que les agents immobiliers utilisent. J'ai immédiatement appelé ma mère. Oh, tant mieux. Tu l'as vu. Nous nous sommes dit que ce serait plus facile pour la transition. James et Patricia peuvent commencer à déménager leurs affaires petit à petit, et tu ne seras pas dérangé. Tu as mis une boîte à clés sur ma porte. Ne sois pas dramatique. Le code, c'est ta date de naissance. Nous ne sommes pas des étrangers. J'ai coupé le boîtier avec un coupe-boulon, et je l'ai jeté à la poubelle. Ensuite, j'ai appelé un serrurier, pour installer de nouveaux pênes dormants, ainsi qu'un système de sécurité qui alerte mon téléphone, chaque fois que quelqu'un s'approche de ma propriété. 2 jours plus tard, une lettre d'avocat est arrivée. Mon estomac s'est noué. Essayait-il vraiment de me voler ma maison légalement? Mais non, c'était d'une certaine manière encore pire. C'était une mise en demeure officielle,
m'informant que mes parents désignaient une partie de leur sous-sol comme unité locative. Ils s'attendaient à ce que je signe un contrat de bail, pour maintenir l'harmonie familiale, et établir des limites claires, comme je l'avais demandé. Les conditions du bail incluaient un loyer de 400 € par mois, en dessous du prix du marché, soulignait-il généreusement, l'accès à la salle de bain de l'étage, pendant des heures précises, des privilèges d'accès à la cuisine avec un préavis de 24 heures, une politique de silence. Pendant leurs heures de télévision, aucune visite de nuit sans l'approbation du propriétaire, et un droit de premier refus, si je décidais d'abandonner mon entêtement immobilier. Ils essayaient sérieusement d'officialiser mon statut de locataire payant dans leur sous-sol, pendant que mon frère vivrait dans ma maison. J'ai tout transféré à mon ami avocat, qui a tellement ri, qu'il a dû me mettre en attente. Quand il a repris la ligne, il m'a dit « Encadre ça. Encadre-le, et accroche-le à ton mur, comme un rappel que la famille, parfois, est absolument folle alliée. » Mes performances au travail commençaient à en souffrir. Ma manager m'a pris à part, et m'a demandé si tout allait bien. J'ai craqué, et je lui ai raconté toute la saga. Elle m'a écouté, la mâchoire se décrochant un peu plus à chaque détail. « Michael, m'a-t-elle finalement dit, je vais dire quelque chose qui dépasse peut-être mes prérogatives, mais as-tu envisagé le fait que ta famille est abusive ? » J'avais été tellement obnubilé par le problème de la maison, que je n'avais pas pris le recul nécessaire pour voir le schéma global, le mépris de ma carrière, la violation de mes limites, l'humiliation publique, la manipulation, et le mépris total de mon autonomie. « Prends du temps, m'a-t-elle dit. Du vrai temps. Concentre-toi sur le lancement du produit, et ensuite, prends une semaine pour réfléchir à la suite des événements. Et si tu as besoin de déménager, pour échapper à cette folie, nous nous arrangerons. Ton travail est réel, précieux. Et important. Ne laisse personne te dire le contraire. » Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai bloqué mes parents, James et Patricia, sur absolument tous les fronts, téléphone, réseaux sociaux, email. J'ai envoyé un dernier message dans le groupe de discussion de la famille élargie, ma carrière est réelle. Ma maison est à moi. Je ne déménagerai pas dans un sous-sol. Je ne céderai pas ma propriété. Quiconque continuera à me harceler à ce sujet sera rayé de ma vie. Ce n'est pas une négociation. Ensuite, j'ai quitté cette conversation, moi aussi. La paix a été immédiate. Plus de téléphone qui vibre, plus d'alerte de sonnette, plus de publications passives-agressives à lire. Juste le silence. J'ai terminé le lancement du produit avec succès. Mon équipe a explosé ses objectifs. Ma manager m'a proposé pour une promotion, et je me suis assis dans mon bureau, dans ma maison, avec le sentiment de pouvoir enfin respirer, pour la première fois depuis des mois. Bien sûr, ça n'a pas duré. Ce qui m'amène à... J'ai longuement hésité à écrire cette dernière mise à jour, mais je me suis dit que vous méritiez tous de savoir comment cette saga insensée s'est terminée. Après avoir bloqué ma famille, j'ai profité de 2 mois de paix relative. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail, j'ai décroché cette promotion, bonjour le titre d'ingénieur principal, et j'ai commencé une thérapie, pour décortiquer ces décennies de comportements méprisants, que j'avais fini par normaliser. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que mes parents avaient toujours minimisé mes réussites. Avoir de bonnes notes, c'était juste normal. Obtenir des bourses d'études, c'était de la chance. Ma carrière, c'était jouer avec des ordinateurs. Rien n'était jamais réel ou valide, à moins que cela ne corresponde à leur définition étriquée du succès. Je pensais que leur silence signifiait qu'ils avaient enfin accepté la réalité. J'aurais dû m'en douter. 8 semaines après avoir coupé les ponts, j'ai reçu une lettre recommandée. À l'intérieur, il y avait un avis formel d'intervention familiale. C'est apparemment un truc que mes parents ont inventé de toutes pièces, et qu'ils ont fait notarier. Cela comprenait, 1. Une orientation pour une évaluation psychiatrique, en raison de mon comportement antisocial. 2. Un calendrier de thérapie familiale, avec un psy spécialisé dans la dépendance aux jeux vidéo, parce que travailler dans la tech, ça veut dire que je suis accro aux jeux. 3. Un calendrier proposé pour la transition résidentielle. 4. Des photos de l'appartement du sous-sol, désormais terminé, avec mon nom sur la porte. Mais le clou du spectacle, ils avaient obtenu un formulaire de procuration. Il était pré-rempli avec leur nom, invoquant des inquiétudes concernant ma capacité à prendre des décisions, à la lumière de mon récent comportement irrationnel.
Mon ami avocat m'a mis en contact avec un véritable avocat spécialisé en droit des successions. Ce dernier leur a envoyé une lettre de mise en demeure, rédigée avec des mots si forts qu'ils pourraient décaper de la peinture. La lettre stipulait explicitement que toute nouvelle tentative d'accéder à ma propriété, de revendiquer des droits sur ma maison, ou de remettre en question mes capacités mentales, entraînerait des poursuites judiciaires. La réponse n'est pas venue de mes parents, mais du frère de Patricia, qui est avocat spécialisé dans les divorces. Il affirmait que la lettre était inutilement agressive, et suggérait une médiation, pour résoudre la situation de logement familial. La situation de logement familial. Comme si ma propriété personnelle était un problème communautaire, qui devait être soumis à une médiation. J'ai refusé de répondre, mais j'ai fait installer davantage de caméras, et j'ai mis à niveau mon système de sécurité. Grand bien m'en a pris. 2 semaines plus tard, à 3 heures du matin, un mardi, mon système de sécurité m'a alerté d'un mouvement dans mon jardin. J'ai vérifié les caméras, pour découvrir James, essayant de forcer ma porte arrière avec un pied de biche, pendant que Patricia faisait le guet. Mon frère. Mon propre sang. Il tentait de s'introduire par effraction dans ma maison. J'ai appelé la police immédiatement. Les regarder se faire arrêter, en direct sur mes propres caméras de sécurité, était surréaliste. James n'arrêtait pas de répéter, c'est une affaire de famille. Nos parents ont dit qu'on pouvait le faire. C'est notre maison. Ils ont été inculpés pour tentative d'effraction. Mes parents ont payé leur caution, et ils ont eu l'audace de m'appeler depuis le téléphone d'un voisin, puisque j'avais bloqué les leurs. Ils m'ont hurlé dessus, disant que j'avais ruiné la vie de James, et traumatisé les enfants en faisant arrêter leurs parents. Les enfants n'étaient même pas là. Ils étaient chez la mère de Patricia, qui était apparemment la seule personne saine d'esprit dans toute cette histoire, et qui avait refusé de participer au plan de redistribution du logement. Cette tentative d'effraction a été le point de rupture. J'ai engagé une entreprise de déménagement, j'ai mis ma maison sur le marché, et j'ai accepté un package de relocalisation de mon entreprise, pour déménager dans le Colorado. Je n'en ai parlé à personne de ma famille. Ma maison s'est vendue en 4 jours, au-dessus du prix demandé, à un couple adorable qui, lui, l'appréciait vraiment. La signature de la vente était prévue 3 semaines plus tard. Pendant ces 3 semaines, leur barreau d'honneur a été tout simplement spectaculaire. Ma mère s'est pointée chez moi avec un prêtre, pour bénir la transition familiale. Mon père a essayé de déposer un privilège frauduleux, une hypothèque légale, sur ma propriété, prétendant que je leur devais de l'argent, pour les dépenses liées à mon enfance. Patricia a lancé une cagnotte GoFundMe, pour les enfants déplacés, abandonnés par leur oncle. James a été renvoyé de son travail, après avoir manqué plusieurs services pour venir rôder autour de ma maison. Des membres de la famille élargie, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, ont soudainement ressenti le besoin de me raconter leurs problèmes de logement. J'ai tout documenté. Mon avocat était en train de monter un dossier en béton, pour obtenir des ordonnances restrictives. La veille de la signature de la vente, mes parents ont tenté une dernière manœuvre. Ils ont débarqué avec un camion U-Haul, des coupe-boulons, et un serrurier. Ils affirmaient qu'ils avaient des droits de locataires, puisqu'ils avaient établi leur résidence en recevant du courrier à cette adresse, le courrier qu'ils s'étaient eux-mêmes envoyé chez moi, au cours du mois écoulé. Mon voisin m'a appelé. J'étais déjà dans le Colorado, et j'ai fait une conférence téléphonique avec la police, tout en regardant la scène sur mes caméras. Cette fois, mes parents ont été arrêtés, eux aussi. La vente a été conclue pendant qu'ils étaient en garde à vue. Au moment où ils ont été relâchés, j'étais déjà à des milliers de kilomètres de là. J'avais changé de numéro de téléphone, et mon adresse de réexpédition était une boîte postale. C'était il y a 2 mois. J'ai appris par le bouche à oreille, ma marraine, qui a gardé toute sa tête, me tient au courant, que James et Patricia sont en train de divorcer. Le stress de la situation a apparemment fait remonter d'autres problèmes à la surface, et mes parents font face à des frais de justice considérables. Ils racontent à tout le monde que j'ai vendu la maison familiale, par pur esprit de vengeance. La rénovation du sous-sol les a endettés de 15 000 €. Le compte Instagram de Patricia est désormais privé, après que quelqu'un l'a signalé pour harcèlement. Ma nouvelle vie, dans le Colorado, est paisible. Mon bureau à domicile offre une vue sur les montagnes. Mes voisins n'essaient pas d'entrer par effraction chez moi. Ma famille n'existe pas ici. Je suis en thérapie, pour gérer la culpabilité et le chagrin d'avoir perdu ma famille.
Pas parce qu'ils sont morts, mais parce qu'ils ont révélé qui ils ont toujours été, des gens qui ne me voyaient pas comme une personne, mais comme une ressource, bonne à être redistribuée. La semaine dernière, mon thérapeute m'a demandé si je regrettais quelque chose. J'y ai réfléchi, et j'ai réalisé que je n'avais qu'un seul regret, ne pas l'avoir vu venir plus tôt. Les signes ont toujours été là. Chaque réussite minimisée, chaque limite repoussée, chaque succès requalifié en coup de chance ou en égoïsme. Mais je ne regrette pas d'avoir gardé ma maison. Je ne regrette pas d'avoir appelé la police. Je ne regrette pas d'avoir déménagé. Je ne regrette pas d'avoir choisi ma paix, au détriment de leur chaos. Pour tous ceux qui me lisent, et qui font face à une famille qui ne respecte ni votre carrière, ni vos choix, ni vos limites, vous n'êtes pas faux. Votre travail est réel. Votre maison est à vous. Votre vie est valide. Et parfois, le prix de la paix, c'est de prendre ses distances. Je suis toujours ingénieur logiciel. Je travaille toujours de chez moi. Mais maintenant, je le fais à 1500 km de ces gens, qui pensaient que cela me rendait moins digne d'un respect élémentaire. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Puisque certains l'ont demandé, oui, j'ai toujours coupé les ponts. Non, je n'ai pas l'intention de me réconcilier. Oui, je suis heureux. Et à la personne qui m'a envoyé un message pour me demander si le sous-sol était alloué, j'ai sincèrement éclaté de rire. Merci pour ça. À mes collègues en télétravail, votre job est un vrai travail. Ne laissez personne vous dire le contraire. Salut à tous.